Allora, buongiorno a tutte e a tutti, sono Massimo Leone, direttore del Centro per gli Studi Religiosi della Fondazione Bruno Kessler. Oggi abbiamo il piacere di accogliere fra noi un ricercatore i cui temi toccano da vicino alcune linee di ricerca del centro. Si tratta di Alan Luth, che ha collaborato, continua a collaborare con un gruppo in particolare del nostro centro che vede la dottoressa Lucia Galvani come protagonista. Lo presento brevemente. Il professor Alan Luth è professore di etica clinica nella facoltà di medicina dell'Università Cattolica di Lovanio. Ha al suo attivo diverse diciamo, posizioni accademiche di rilievo in questo settore, ed è soprattutto diciamo, molto attivo nell'edizione o della coedizione di pubblicazioni di respiro internazionale che riguardano proprio un tema per noi cruciale, cioè il rapporto tra medicina, la sua digitalizzazione e le nuove sfide etiche che ciò comporta. Ricordo il numero speciale curato con i colleghi Cobot e Williat del Journal International de Bioéthique et d'Éthique des Sciences, proprio sul tema Telemedicine, Digital Clinic and Vulnerabilities, un altro tema molto importante, un'altra parola chiave, la vulnerabilità, pubblicato questo nel 2021. L'incontro avrà luogo in lingua francese, ma diciamo, i partecipanti potranno in ogni momento intervenire anche in italiano, in inglese o in altre lingue, saremo felici di tradurre. Et alors, quelques mots d'introduction pour monsieur le professeur Alan Luth. Chers collègues, nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici avec nous. Vous êtes déjà venu dans les centres à une époque désormais révolue, donc il était temps de retourner au centre. Et bon, je vous félicite de cette publication de 2021 qui touche un sujet, c'est un numéro spécial d'une revue qui touche un sujet qui est très important pour les centres, qui vit dans une fondation qui s'occupe beaucoup des technologies, d'intelligence artificielle, mais aussi de l'impact de ces nouvelles technologies sur la vie sociale, la médecine et donc les retombées éthiques de ce nouveau scénario. Et vous coopérez beaucoup avec Lucia Galvani, donc c'est à elle aussi que je vais confier l'échange aujourd'hui, mais nous sommes vraiment à l'écoute. Nous vous remercions encore une fois pour cette participation qui est pour nous très, très importante et nous honore. Donc merci, et à vous la parole, peut-être à Lucia aussi pour introduire brièvement l'essence et aussi les cadres, disons, de cette intervention. Lucia. Bonjour à tout le monde. Bonjour Alain, merci vraiment pour ta disponibilité à nous rejoindre en ligne, en attendant d'avoir la possibilité de se rencontrer en présence, bien sûr. Et on avait pensé à un webinaire sur les questions d'éthique de la santé liée à nouvelles technologies. L'idée originelle était de créer une confrontation entre une perspective d'interprétation de la médecine et une perspective d'interprétation et de lecture des nouvelles technologies de santé. Et Alain nous aide aujourd'hui à réfléchir un petit peu sur les dimensions qui les nouvelles technologies dans le domaine de la santé vont mobiliser et en quelque façon, quelquefois, à bouleverser. Alors, Alain, il va introduire sa présentation aussi dans le parcours qu'on est en train de faire sur la dépolarisation en éthique, la dépolarisation dans les religions. Et je sais qu'il ira nous donner des éléments très, très intéressants sur lesquels réfléchir. Alors, merci bien et bon courage à tout le monde. Merci, Alain. Un grand merci à vous tous et toutes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, j'avais eu la grande chance il y a quelques années
d'être en présentiel à Trento. Une autre fois, il y a 2 ans, je pense, en virtuel. Donc, je suis très heureux de pouvoir poursuivre cet échange. Et j'espère qu'il y aura d'autres moments, d'autres occasions encore par la suite, même pour poursuivre l'échange. Alors, je vais passer en partage d'écran. Écoutez, je propose alors de démarrer. Donc, merci encore pour l'invitation. Donc, l'exposé que je vous propose s'intitule « Penser les technologies numériques en santé en termes de milieu ». Je vous propose un peu un état de réflexion qui est toujours un peu un work in progress, comme on dit, et qui me semblait bien répondre à la demande de Lucia d'explorer un petit peu cette thèse, cette visée, cette perspective d'une dépolarisation du soin. Dépolarisation du soin, non pas entre l'objectif et le subjectif, comme une perspective phénoménologique de David Carrel pouvait le suggérer, pouvait nous y inviter, mais une dépolarisation qui me semble aussi structurer une polarisation qui me semble structurer cette fois-ci la réflexion éthique sur les technologies et notamment les technologies numériques en santé. Donc, essayer de réfléchir à peut-être la perspective d'une dépolarisation du cadrage de ces débats. Donc, sur la dia suivante, vous allez voir comment je propose de structurer cet exposé. C'est tout simplement, dans un premier temps, explorer un petit peu les termes de cette polarisation propre à la réflexion éthique du numérique en santé. Donc, essayer de dégager différents types d'impasses, me semble-t-il, pour pouvoir, dans un second temps, proposer une troisième voie ou une tentative de dépassement de ces polarisations en proposant de penser la technologie en termes de milieu. Alors ici, j'ai mis au singulier, mais dans le titre, c'est milieu au pluriel. Vous verrez pourquoi je propose de poser le terme de milieu au pluriel. Et puis alors, 3, illustrer heuristiquement ce que ça ouvre que d'aborder les technologies numériques en termes de milieu. Donc, sur la dia suivante, juste un petit peu vous présenter une définition. Donc, Lucia, merci. Il sera donc question ici du numérique en santé, donc une réflexion qui se veut sur un objet large, donc qui se veut vraiment aborder un champ large de la réflexion, et une définition parmi l'autre qu'on peut évoquer, c'est celle du Comité consultatif national d'éthique dans son avis 129, donc qui est un avis qui a été rédigé au moment des travaux de révision de la loi bioéthique en France, et qui me semble exemplatif vraiment d'une acception, d'une définition extrêmement large, englobante du numérique en santé. Donc, cet avis définit le numérique et désigne par numérique tant les sciences, informatique et mathématiques, mais aussi les technologies, les usages, les innovations induites par l'étude, stockage, traitement, réception, l'émission de l'information. Et donc, une définition qui entend par numérique en santé l'ensemble des processus numériques en lien avec le domaine en santé, qu'il relève de l'intelligence artificielle, de la robotique ou non. Donc, vraiment un terme vaste. Donc, je vous proposerai ici une réflexion qui s'adresse à l'ensemble de ce champ. Donc, à la dia suivante, on voit, mais cette fois-ci sur une forme plus schématique, plus imagée, combien la e-santé, combien le numérique en santé renvoie à un très vaste écosystème, avec la e-santé comme définition la plus englobante et désormais classique, mais qui recouvre tant l'usage du big data, de la robotique, que plus précisément des usages strictement médicaux, comme dans la télémédecine du numérique en santé. Donc voilà, en guise d'introduction, donc réfléchir au dépassement d'une forme de polarisation de la réflexion éthique en santé. Et mon objet, ça sera bien donc ce vaste écosystème du numérique en santé. Donc, première section, explorer un petit peu ce qu'on peut entendre par ce qu'on peut qualifier d'impasse de la réflexion éthique de la santé numérique. Et donc, sur la dia suivante, je propose d'explorer une première impasse, mais tout simplement l'impasse qui consisterait à cadrer, à précadrer, à formater la réflexion éthique sous la forme d'une
d'une réflexion sur l'acceptabilité de l'évolution technologique. Tout à fait exemplatif, me semble-t-il, de cette première posture, de cette première impasse, on peut la retrouver dans les propos de Maggie De Blok, qui est l'ancienne ministre de la Santé en Belgique, et donc qui a tenu ses propos il y a quelques années, et qui présentait l'e-santé en disant qu'elle a démarré comme un TGV. On n'arrêtera plus l'utilisation des technologies numériques dans le cadre des soins de santé. Donc une vision vraiment de l'évolution technologique et de la numérisation de nos systèmes de santé comme quelque chose déjà de très rapide, hein, ce qui induit la formule du TGV, d'inéluctable, on ne l'arrêtera pas. Et alors, cette métaphore du TGV, elle induit aussi quelque chose de particulier qui est vraiment quelque chose qui renvoie à un développement tout à fait unilinéaire de la numérisation des systèmes de santé. Parce qu'effectivement, un TGV, pour qu'il aille vite, il faut que les rails soient parallèles, aillent dans la même direction. Donc, vraiment, une simple phrase, mais qui est forte, qui véhicule vraiment une conception tout à fait particulière de l'évolution technologique. Et donc, dans une telle vision, c'est vrai qu'il n'est pas d'autre place pour l'éthique que celle tout simplement d'accepter en fait cette évolution technologique, d'accepter, mais aussi d'accepter sa vitesse et d'accepter son linéarité. Et donc on retrouve cette fois-ci dans des discours proprement éthiques, portés par des acteurs du champ de l'éthique, on retrouve également une posture qui participe un petit peu de cette conception, de cette croyance dans l'évolution technologique, notamment dans l'avis 129 du CCNE que j'ai évoqué, qui évoque que l'insuffisance du recours au numérique induit sur une large échelle des situations non éthiques au sein de notre système de santé. Donc, la mise en avant que ralentir la numérisation de nos systèmes de santé serait non éthique. Alors, on se replonge dans le contexte particulier de la rédaction de cet avis 129, qui est, comme je l'évoquais, un contexte de travail législatif en vue de la révision de la loi de bioéthique, et donc un avis qui est rédigé, qui est énoncé dans ce contexte et qui veut mettre en garde contre une trop grosse régulation du développement du numérique, avec la peur que ça freinerait son développement. Mais donc on voit que l'éthique dans ce cas de figure, finalement, comme je le disais, n'a comme seul espace, comme seul registre de discours que celui de dire oui. Et ici, je reprends mot pour mot les termes d'une campagne qui ont été menées par le ministère des Solidarités et de la Santé en France, et qui, à travers des courtes vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, met en avant différents petits cas, différentes petites situations où le récit met en avant le caractère bénéfique du numérique en santé. Et donc, ce petit clip a pour finalité, effectivement, de nous faire reconnaître le caractère essentiel du numérique et donc de nous amener à dire oui au numérique. Cette campagne, c'est intéressant de le préciser, elle s'inscrit, elle est portée par un des groupes de travail qui ont été lancés dans le cadre d'une cellule éthique. Donc le ministère en France a mis sur pied une cellule éthique qui a pour but de mettre l'éthique au cœur du développement du numérique en santé. Donc l'éthique, en tout cas dans le contexte français, n'est pas revendiquée, portée par des acteurs extérieurs au système, j'ai envie de dire, par des acteurs extérieurs à la sphère administrative et politique. Non, c'est bien les institutions qui mettent en avant et veulent mettre en avant la notion d'éthique. Et donc, il y a plusieurs groupes de travail qui ont été mis sur place. Il y en a un, par exemple, à destination des industriels, qui vise à mettre en avant un guide pour implémenter l'éthique by design dans le développement de l'intelligence artificielle. Il y a un autre groupe, par exemple, qui était destiné aux ordres professionnels pour les amener à réfléchir s'il fallait transformer ou non leur code de déontologie, etc. Et donc, il y a un groupe de travail spécifique qui a pour finalité, pour destinataire plutôt, les citoyens.
Et c'est ce groupe de travail, je pense que c'est le numéro 1, le premier de mémoire, le groupe de travail, et donc qui a produit ces petits films de campagne. Donc une éthique qui est réduite à affirmer et à dire oui au numérique. Et donc sur la dia suivante, je propose un peu d'explorer aussi les conséquences d'une telle position. D'abord, on peut en fait critiquer la conception sous-jacente de l'évolution technologique qui sous-tend cette position, avec cette métaphore du TGV qui, outre la vitesse, je vous le disais, rapporte également une certaine vision du développement technologique, qui est plutôt une vision unilinéaire, alors qu'en réalité, et ici je prends simplement Drew Friedberg, mais j'aurais pu prendre d'autres auteurs, l'histoire des techniques et la philosophie des techniques nous montre que finalement, si rétrospectivement, on essaye de retracer le développement technologique, on se rend compte qu'il y a toujours, comme nous le rappelle Finberg, d'autres alternatives techniques viables qui auraient pu être développées à la place de celles qui ont été choisies. Donc finalement, ça incite plutôt à concevoir l'évolution technologique comme une arborescence avec des voies possibles qui n'ont pas été suivies, approfondies de développement technologique. Donc on voit que cette posture peut être questionnée sur le plan de l'histoire des techniques et elle peut être questionnée aussi sur la posture vraiment paradoxale qu'elle peut induire chez les acteurs. Ici, c'est assez frappant de voir combien eh bien, se mélangent indissociablement dans une posture comme celle-là, dans un discours comme celle-là, le fatalisme et un extrême volontarisme. Quand on voit, quand on réécoute les propos comme ceux de Maggie de Bloch, eh bien, effectivement, on retrouve quelque chose comme une forme de fatalisme. Donc, on est face à un fatum, le développement technologique inéluctable de la technologie, on ne peut que l'accepter, etc. Et en même temps, il faut prendre conscience que ces discours sont tenus par des acteurs politiques qui vont développer une série de plans visant à promouvoir le développement technologique. Donc, on peut dire que c'est des thématiques sur lesquelles il y a un volontarisme très fort du politique. En Belgique, on est au niveau de la e-santé au 3e plan qui a été mis en œuvre pour contribuer à la numérisation des systèmes de santé. L'idée même et la rhétorique même du plan est à signaler. Quand on s'intéresse aux textes qui sont à la littérature grise, à la littérature institutionnelle, la sémantique du plan, qui est une sémantique managériale, est également importante à noter. Elle indique bien une posture très volontariste qui vise à atteindre des objectifs en plus mesurables à court, moyen et long terme. Donc, une certaine tension entre fatalisme et volontarisme. Alors, bien entendu, une posture comme celle-là, elle soulève aussi le risque de solutionnisme technologique, avec parfois même, pour avoir parfois accompagné des professionnels dans un diplôme universitaire sur la santé numérique, et donc un diplôme où parfois des acteurs industriels pouvaient aussi s'inscrire dans la formation. On se rend compte que parfois même, plus encore que solutionnisme technologique, parfois des technologies sont proposées comme des solutions, mais à des problèmes qui n'existent pas encore, ou à des questions même qui n'existent pas encore. Donc c'est frappant de voir dans ces diplômes comment certains porteurs de projets, quand ils sont interrogés par des médecins et que des médecins leur demandent « Ok, mais quel est le service médical rendu qui est visé par telle technologie ?» Certains développeurs ne savent pas encore. Donc c'est encore, le terme solutionniste technologique est parfois peut-être trop faible, au sens où il présuppose qu'on va toujours trouver des solutions à nos problèmes par la technologie. Mais peut-être même que certains développeurs peuvent développer des technologies comme des solutions de problèmes qui n'existent pas encore, donc qui vont être sûrement, selon eux, nécessairement, enfin, ils vont répondre à une question de demain, quoi. Mais donc on voit que, alors, ça pose également un autre défi qui est le fait que, effectivement, l'éthique est réduite à dire oui. L'éthique est réduite à ce qu'on appelle en sociologie de l'innovation à l'évaluation de l'acceptabilité sociale. Donc, ça pose également des problèmes. Et on conçoit aussi toute résistance de la population comme un problème de manque d'information. Donc on reste tout à fait
dans ce qu'on appelle l'information deficit model. On considère que si la technologie n'est pas acceptée, en fait, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué, le public n'est pas assez mature et n'a pas toutes les informations pour pouvoir l'accepter. Donc voilà, ça c'est peut-être une première impasse, c'est vraiment concevoir l'éthique avant tout comme un discours qui vise à dire oui et à accepter les personnes à dire oui face à un développement inéluctable. La deuxième impasse que je voudrais évoquer, effectivement, elle occupe une position antinomique peut-être à la première, donc d'où l'idée de proposer ces réflexions par rapport à vos intérêts d'une dépolarisation d'une dépolarisation dans le soin, etc. Donc une autre posture qui, quant à elle, va poser la technologie comme l'autre du care, presque comme l'autre de l'éthique. Alors ici, tout à fait exemplatif de ça, il me semble que les éthiques du care sont exemplatives de cette position. Alors les éthiques du care sont un champ de recherche pluriel, très riche, développé aux États-Unis et puis avec une réception française depuis maintenant un certain nombre d'années. Nul doute que dans d'autres contextes intellectuels encore, ces éthiques du care ont pris une place et développent leurs réflexions. Alors parmi les apports de ces éthiques, elles nous rappellent notamment que le soin n'est pas qu'un geste technique, n'est pas qu'un ensemble d'interventions techniques, mais que le soin est également le lieu d'une relation humaine. Et que bien soigner, c'est également mettre en œuvre des capacités éthiques, des compétences éthiques génériques comme les compétences d'attention, par exemple. Alors, ce qui est frappant, c'est que finalement, il y a assez peu de choses, il y a assez peu de place, il y a assez peu de pages qui sont consacrées en fait aux outils techniques, aux technologies. Chez John Tronto, c'est assez saisissant de voir qu'il y a vraiment très peu de réflexion sur les technologies. Comme si les technologies étaient totalement absentes de la réflexion. Comme si donc finalement elles étaient accessoires, ces technologies. Comme si elles ne renvoyaient pas à quelque chose d'essentiel quand il était question de soins. Comme si elles ne renvoyaient qu'à quelque chose d'accessoire, d'accidentel. Comme si elles ne devaient pas être mobilisées pour développer une réflexion anthropologique fondamentale sur nos vulnérabilités et nos dépendances, pour reprendre des mots de Tronto. Et ici, je reprends quelques mots de l'introduction d'un livre collectif dirigé par Anne-Marie Moll, Ingmund Moser et Janet Pols, qui mettent bien cela en avant en nous disant que finalement, durant le XXe siècle, on a finalement de manière assez courante présenté la technologie comme un autre du care. Le care, on l'a associé à quelque chose de chaud, à l'amour, alors que la technologie, on l'a relié à la rationalité, à quelque chose de froid. Le care comme quelque chose de nourrissant, de riche, la technologie comme quelque chose d'instrumental, etc., etc. On peut retrouver toute une série de distinctions entre monde vécu et système. Donc, comment finalement cette opposition entre care et technologie a rejoué toute une série de dichotomies. Avec, nous disent ces autrices, l'idée vraiment que, en plus de cela, chaque pôle de la dichotomie on devrait lui reconnaître son domaine légitime. Alors, dans la dia suivante, je propose de tirer un peu les conséquences d'une telle position radicale. Donc, est-ce qu'on peut passer la dia suivante? Oui. Troisième impasse. Ah non, alors moi je suis toujours à deuxième impasse et il faudrait aller à soit relégation. Oui, c'est ici. On la voit. Ah voilà, merci. Super. Yeah. Et donc en fait, qu'est-ce que ça induit comme posture, cette réflexion des éthiques du care? C'est que, en ne parlant pas des technologies, eh bien ça peut induire cette idée que la technologie
comme on le voit dans la citation juste avant, ben, elle renvoie littéralement parlant à quelque chose comme un autre du care. Donc ça induit cette idée d'un soin qui doit passer avec quelque chose qui est un autre que lui. Donc comme si le soin devait presque se pervertir en se médiatisant à travers à travers l'utilisation de quelque chose qu'autre qu'elle. Alors, ça, c'est une posture peut-être un peu radicale, mais on peut trouver des postures moins radicales, mais qui ont également comme effet de créer une dichotomie. Donc, ce seraient les postures qui ne vont pas jusqu'à considérer la technologie comme un autre du soin, comme un autre du care. Donc, des postures, des réflexions qui vont dire, mais non, effectivement, on a besoin, le care passe par des médiations techniques, mais on va alors réduire la technologie à un instrument, un outil qui alors doit se faire le plus discret possible. Et ici, je mets en avant cette citation de Paul Dumouchel et de Damiano qui nous disent, mais finalement, c'est comme si on attendait de l'objet technique, en plus de son efficacité, on attendait de lui une autre vertu, qui est celle de se faire le plus discret possible. On attend d'un objet technique qu'il se fasse oublier. On attend d'un objet technique donc qu'il soit le plus discret possible. Et finalement, Damiano et Dumouchel nous parlent du silence et de la discrétion de l'objet en parallèle avec cette définition de Le Riche qui définissait la santé comme la vie dans le silence des organes. Et donc, c'est comme si un objet technique sain, eh ben, c'était un objet technique silencieux, un objet qui se laisse oublier. Et on voit... est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ah, super. Et donc, on voit également une posture comme celle-là sur le plan belge de l'e-santé. Donc, je reviens au contexte belge, à une illustration qui fait référence au plan belge de l'e-santé, où on retrouve donc sur le site cette affirmation qui reprécise bien, comme pour nous rassurer, que l'e-santé n'est pas une fin en soi, mais un moyen de maintenir et d'améliorer la qualité, l'accessibilité, la pérennité des soins de santé. Alors, c'est important parce qu'effectivement, ça peut nous rassurer de fait, au sens où ça ne présente pas le développement technique comme une finalité en soi, mais à nouveau... Il y a un problème là. Oui. Je ne sais pas si tu peux communiquer de quelque façon avec Alain pour lui dire que nous l'entendons. Attendez. Alain, on ne vous entend pas. Je vais chercher. Ok. Excuse-moi, je dois envoyer un messaggio. Sì. Vediamo il tuo schermo. Lo so. No, non è casuale. Non sapevo, era per questo che vi dicevo. Confidenziali. Vi dicevo che adesso... Ok. Torniamo. Comunque vedo che è uscito Alain, quindi probabilmente si è accorto, adesso rientrerà a breve. Va bene. Spero. E faremo dei tagli. Adesso devo ricordarmi però il minuto, dunque 9:44 per fare il taglio del video. Ok. Lo segno. Voi vedete adesso di nuovo la presentazione? La presentazione sì, però non... Adesso sì, il problema della sua rete. adesso... Eccolo. Ok. Bonjour Alain. On vous a perdu le dernier 2 minutes, donc Ok. pas trop. Donc Ok. peut-être juste avant. On est rentré, excuse-moi, on était voilà, ici. super. Et donc là, je ne sais pas où vous m'avez perdu.
Oui, tu avais mentionné le passage sur la IELT en Belgique. Ah ben parfait. Mais donc voilà, on n'a pas perdu beaucoup, alors tant mieux. Mais donc voilà, mais donc avec les conséquences cette fois-ci de cette posture, eh bien, c'est dans les versions les plus radicales, hein, qui considèrent la technologie comme un autre du care, comme un autre du soin, dans sa dimension qualitative et humaine, eh bien, comme conséquence, ben, c'est celle d'un clivage du soin, qu'on peut retrouver par exemple dans des approches comme celle de Frédéric Worms, à mon sens, qui tend presque à nommer une dimension objective et une dimension subjective du soin. Et donc, même s'il défend bien l'idée d'une unité du soin, ben, poser l'enjeu d'une unité, ça renvoie bien au fait qu'il essaye de penser l'unité de quelque chose qui est dissocié. Donc, ça révèle bien un clivage dans le soin. Et subjectivement, on peut aussi évoquer l'idée d'un clivage dans la subjectivité même du soignant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu empiriquement expérimenter lorsque, quand j'étais à l'Université catholique de Lille, je devais encadrer dans un master à destination d'un public infirmier des travaux de ces publics qui, en fait, est un public de ce qu'on appelle en France des cadres de santé, donc un public de middle management, donc des acteurs qui sont quand même encore assez bien dans le soin, mais qui sont également partie prenante de l'organisation du soin, donc très fort intégrés au système technique, si vous voulez, et donc qui sont des agents de la mise en place de schémas d'organisation des soins qui sont tout à fait inspirés du management et de l'organisation industrielle des soins. Donc des acteurs qui pouvaient vivre subjectivement quelque chose comme un clivage entre une aspiration spontanée et intuitive à une éthique qui formulait dans les termes des éthiques du care, et en même temps des agents du management et donc qui mettaient là en œuvre un registre de discours tout à fait autre, quoi. Donc voilà, alors une autre conséquence, en plus de ces clivages du soin et subjectivement des soignants, c'est également aussi l'occultation des effets de transformation qu'induisent les technologies. En nous disant que non, 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 c'est qu'un moyen, non, c'est qu'un instrument qui se fait discret et doit se faire oublier pour mettre en avant la rencontre des subjectivités, blablabla, eh ben, ça a pour effet de détourner notre attention des transformations plus profondes de ces technologies. Et alors, une dernière impasse que je voulais évoquer, mais plus peut-être qu'une troisième, c'est une manière en fait peut-être d'explorer, d'approfondir la précédente. Donc une autre manière, si vous voulez, d'occulter les technologies comme médiation, ou les technologies dans leur effet de transformation de la relation et de l'organisation du soin, eh bien, donc peut-être un approfondissement plus qu'une troisième impasse, c'est un approfondissement de la deuxième, c'est tous les discours qui ont été portés et qui visent finalement à limiter l'éthique des technologies du numérique en santé au rappel des cadres déontologiques et éthiques médicaux immémoriaux, si vous voulez. Donc, un geste intellectuel qu'on peut résumer dans l'idée d'un rappel. On rappelle le cadre existant. Et il me semble que tout à fait exemplatif de ça ont été les premiers discours, notamment des détenteurs de ceux qui sont en position de force dans le champ déontologique, donc des ordres médicaux, eh bien, au début du développement de la télémédecine, leur réflexe, leur position a été de rappeler que la télémédecine, c'est de la médecine. Et que donc que la télémédecine, de facto et de jure, doit respecter le cadre immémorial de l'éthique médicale et doit s'inscrire dans le cadre déontologique de l'exercice de la médecine. Et donc Pierre Simon, par exemple, Pierre Simon, donc, qui est un néphrologue, mais qui est également juriste, et donc qui est un de ceux qui étaient pionniers de la télémédecine en France, qui a même participé un peu aux discussions qui ont pu avoir lieu dans discussions préparatoires de la rédaction du décret de 2010, hein, qui est un des textes clés pour la régulation juridique de la télémédecine, et qui nous dit, mais finalement, voilà, la télémédecine clinique est une activité médicale au sens strict du terme, et dès lors, elle doit se référer aux principes éthiques qui sont repris dans le Code de la santé publique. Les 4 principes de la bioéthique doivent continuer à s'appliquer
à cette pratique de la médecine à distance. Donc, vous voyez, une posture qui vise à réinscrire les nouvelles modalités d'exercice de la médecine par le digital dans la normalité, on pourrait dire, du cadre d'exercice déontologique de la médecine. Vous voyez en dessous que le Conseil européen des ordres de médecins a, dans une déclaration, tenu une posture plus ou moins similaire en disant, mais voilà, les principes éthiques et déontologiques demeurent et s'appliquent à cette pratique de la médecine. Point. Alors, dans la dia suivante, je mets en avant le fait que cette posture-ci est problématique également. Pourquoi? Parce que, donc on voit sur la dia suivante. Excuse-moi, Alain. Merci. On voit donc que en réalité, alors pourquoi est-ce que les conseils nationaux de l'ordre ont tenu ces discours, ont tellement insisté? C'était aussi un moment, et on voit ça notamment dans un communiqué de presse du Conseil national de l'ordre français, qui a un titre tout à fait exemplatif, qui dit non à la ubérisation de la médecine. Et donc il y avait, à travers cette posture de « on rappelle que la télémédecine, c'est de la médecine », il y avait une visée qui consistait à dire « attention, la télémédecine, ça reste, elle doit être réalisée par les médecins, et il ne s'agit pas d'en faire une médecine au rabais ». Et parce qu'on était dans un contexte où émergeaient de plus en plus de plateformes, d'acteurs qui auraient pu proposer quelque chose comme une forme de médecine ubérisée, si vous voulez. Donc il y avait une volonté éthique forte de dire non, la télémédecine, elle doit respecter tout autant les droits des patients. Donc, quelque chose qu'on peut dire intuitivement d'essentiel, mais qui a également, de manière peut-être plus inconsciente, comme conséquence par rapport à l'éthique de la technologie, à l'éthique du numérique, par rapport à la manière d'aborder le numérique en santé, de finalement minimiser le pouvoir de transformation qu'induit le numérique en santé. Donc, finalement, ça consiste simplement à dire, la télémédecine, voilà, maintenant, elle se fait à distance grâce à des plateformes, etc. Mais ça ne change pas la médecine au sens strict du terme. Donc, autant on peut comprendre au niveau normatif le fait d'en rappelant ça, dire que non, on ne veut pas une médecine dégradée, non, la télémédecine, il faut que les exigences de qualité, de respect du droit des patients soient tout aussi importantes. Donc ça, c'est intéressant au niveau normatif. Mais au niveau de notre attention, ça va totalement détourner notre attention sur, effectivement, le fait que la technologie numérique peut déstabiliser, peut transformer les modalités de la réalisation de l'acte médical. Et donc, le Conseil national de l'ordre lui-même mettait en avant le fait que, en fait, c'est dur d'avoir des frontières strictes entre le numérique dans le monde médical et le numérique dans le monde de la santé et le numérique dans le champ du bien-être. Autant ce geste normatif des ordres des ordres professionnels qui visent à dire la télémédecine, c'est de la médecine. Donc, c'est une affirmation qui normativement distingue un usage médical du numérique et un usage non médical du numérique, un usage qui renvoie au champ plus large de la santé et du bien-être. Mais on voit que dans les faits, cette frontière se brouille beaucoup plus qu'on peut le penser. Le Conseil national de l'ordre précisait en 2015 qu'effectivement c'est compliqué parce qu'il y a parfois des applis, de plus en plus d'objets connectés qui sont des objets qui ne sont pas des dispositifs médicaux, qui sont utilisés dans le champ du bien-être, qui sont utilisés dans le champ plus large du bien-être où on a un usage un peu gamifié des applications de santé. Ces applications, parfois, elles envahissent le cadre et l'espace plus médical de la santé numérique. Un exemple peut-être le plus fort de ça, et c'était le propos de mon exposé lors de l'exposé précédent que j'avais fait à Trento, le webinaire précédent que j'avais fait à Trento, c'est de s'intéresser au contexte tout à fait spécifique de la crise Covid, où là, en fait, pour pouvoir se donner le numérique en santé comme un arsenal, un outil pour pouvoir faire face aux défis de la crise, on a autorisé la réalisation d'actes de télémédecine dans un contexte beaucoup plus dérégulé, si vous voulez. Et notamment, le législateur a permis d'utiliser des applications grand public pour pouvoir réaliser des actes de télémédecine. Et donc, on voit que là, littéralement parlant, on a utilisé des applications du monde du bien-être, du monde non médical, dans le monde médical, quoi.
Donc on voit la limite de ce volontarisme, de ce décisionnisme, dirait le philosophe belge Jean Ladrière, de ce décisionnisme éthique qui consiste à dire l'éthique du numérique en santé, voilà, j'en détermine les bases de la normativité, ça reste la déontologie médicale, mais on voit que pourtant le numérique déstabilise un peu ce qu'il faut entendre par acte médical. C'est aussi le cœur d'un petit article qu'on avait rédigé où, au niveau juridique, il est intéressant de remarquer que la France définit bien la télémédecine comme un acte médical. Donc en 2009 et 2010, c'est au cœur de la définition de la télémédecine. La télémédecine est un acte médical qui vise à réaliser certaines choses. Mais en même temps, la télémédecine, elle déstabilise un peu la définition de l'acte médical, notamment parce que la télémédecine, elle va agréger une pluralité d'acteurs pour pouvoir réaliser une médecine à distance. Et donc, cette action collective, elle peut rentrer parfois en tension avec une définition de la médecine comme un acte médical. Et enfin, la limite de cette posture, c'est aussi comment se positionner par rapport à la multitude des enjeux du numérique en santé. Au-delà de la responsabilité médicale, le numérique en santé, il est au cœur d'enjeux de logique très différentes, économiques. Il y a des attentes d'ordre très différents. Donc voilà, je propose de passer à la section 2. Le propre de cette première section, c'était de montrer un peu les différents pôles polarisés, justement, de l'éthique du numérique en santé, qui me semblait consister en autant d'impasses. Entre, on peut mettre la dia suivante, une posture, donc Lucia, on peut mettre la dia suivante. Oui. Merci beaucoup. Donc, entre une posture comme celle que représentent bien les propos de Maggie De Block, qui va consister à présenter le numérique en santé comme un environnement auquel on ne peut que s'adapter, les deux autres approches, elles vont se focaliser uniquement sur les relations entre individus, que ce soit sous les modalités de l'éthique du care qui vont mettre en avant l'importance des liens, la qualité des lois entre les subjectivités, ou la version de la déontologie médicale qui va rappeler les obligations qui incombent au médecin dans sa relation au patient. On voit là donc une deuxième approche qui, cette fois-ci, occulte tout à fait la technologie, soit parce qu'elle la relègue hors de la supposée relation authentique entre les individus, soit parce qu'elle la fait disparaître comme un outil purement à disposition des individus, un outil qui doit se faire discret. Donc une polarisation entre deux approches qui me semble problématique. Et donc l'idée, c'est tout simplement de proposer une troisième voie, penser la technologie comme un milieu, entendu de manière générale, ici, comme le rapport entre un individu et son environnement, ou comme, autre manière encore de le dire, comme le médium, comme l'espace de la relation. Alors, dans la dia suivante, la dia suivante me permet de préciser encore au niveau méthodologique et épistémologique l'usage que je propose de faire de ce concept. Et en fait, ici, c'est pas moi qui invente ça, je suis plutôt finalement les hypothèses d'un livre collectif qui a été dirigé par Emanuele Clarizio, Roberto Poma et Michele Spano, qui, dans un ouvrage collectif, ont rassemblé toute une série d'auteurs et d'autrices autour de ce concept de milieu, mais en ne s'y référant pas comme un concept théoriquement stable ou homogène, mais plutôt véritablement comme une exigence critique. Alors, je précise ça parce que dans un texte déjà ancien, quand Guilhem nous rappelait que le concept de milieu était un concept, je pense que c'est un article, Le vivant et son milieu, qui a été rédigé une première fois dans les années 40, je pense, où il mettait en avant combien ce concept de milieu est, nous disait-il, une catégorie contemporaine majeure, utilisée dans des champs disciplinaires très différents, d'abord que ce soit en mécanique, en biologie, jusqu'à un usage chez Comte, etc. Donc, avec, par rapport à cette longue histoire et cette diversité d'usages, la volonté de produire un concept philosophique qui a une certaine consistance. Donc, ici, je suis plutôt les auteurs de l'ouvrage à gauche en disant que finalement, c'est moins
un concept théorique unifié qui a construit le cœur de cet ouvrage, mais pour eux, plutôt une exigence critique, plutôt un point de vue peut-être même plus heuristique, pourrait-on dire, donc un concept qui nous force à déplacer l'attention de l'individu seulement vers tout ce avec quoi il interagit et qui le constitue. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais suivre comme indication, donc moins mobiliser un concept de milieu qui renverrait à une philosophie ou un projet unifié, mais plutôt simplement une attention à cet espace de l'interaction entre l'individu et le milieu. Et ça me permet, et donc ça sera, on peut passer à la dia suivante, je voudrais maintenant montrer comment cette attention permet finalement de dépolariser un petit peu la réflexion d'éthique du numérique en santé et permet de porter attention à des points aveugles des impasses précédentes. Et ça permet également de s'ouvrir à toute une série de travaux en sciences humaines et sociales sur le numérique en santé. Donc, par exemple, dans la dia suivante, je propose d'aborder cette notion de milieu, de la faire travailler selon une première acceptation qui est tout simplement le milieu comme la médiation de la relation. Donc, les éthiques du care qui nous ont apporté ce concept de relation, qui nous ont invités à porter attention à la relation, eh bien, cette relation ici, ça peut être intéressant de l'aborder précisément comme un milieu technologique. Et alors, c'est quelque chose qui est un apport de la sociologie, des Science and Technology Studies, c'est la prise de conscience que les pratiques de care incluent par définition des technologies, des thermomètres jusqu'aux tests de laboratoire, etc. On pourrait dire même les gestes les plus manuels présupposent à tout le moins, et j'en parlerai dans la dia suivante, la matérialité d'un lieu. Donc voilà, ça nous invite et c'est un premier bénéfice de cette dépolarisation et de cette volonté de penser les technologies numériques en santé comme un milieu, c'est que ça met en avant cette médiation de la relation que constitue le milieu. Ça permet ici de faire des liens avec d'autres travaux comme ceux du sociologue Alexandre Mathieu Fritz, dans un très beau livre sur la télémédecine. Donc il a mené un travail ethnographique auprès de gériatres et de psychologues, entre autres, qui pratiquaient la télémédecine. Et il a proposé de mettre en avant, pour un petit peu décrire leur dynamique d'appropriation de ces technologies, il a mis en avant la notion d'attitude expérimentale. Parce que pour eux, en fait, ces professionnels, dans l'usage de ces technologies, des technologies parfois nouvelles, émergentes, eh bien, ils ont mis en œuvre quelque chose comme une démarche d'enquête. Ils ont utilisé cette technologie et un usage qui est qui est en même temps un usage qui prend la forme d'une enquête, d'une réflexivité de leur pratique, une attention aux imprévus, aux surprises que peut susciter l'usage d'une technologie, dans la visée vraiment d'un ajustement de la technologie. Donc une attitude expérimentale qui met en avant comme quelque chose de positif, hein, mais donc ça peut mettre en avant à nouveau quelque chose comme une vertu pragmatique, une vertu éthique, qui est cette capacité, cette attitude expérimentale, donc quelque chose auquel les éthiques du care ne se rendent pas attentives. Donc voilà, c'est peut-être un premier bénéfice d'une pensée éthique du numérique en santé. Un premier bénéfice d'une pensée en termes des milieux, c'est la mise en avant de ce travail d'ajustement mutuel entre acteurs et objets techniques pour rendre possible une relation. Dans la dia suivante, je propose encore de faire jouer, de montrer la productivité de cette appréhension du numérique comme un milieu, en suivant toujours les indications du livre collectif que j'ai évoqué, qui entendent le milieu au pluriel, pas avec un concept unifié et unique, mais comme une attention à tout ce qui peut faire milieu. Il me semble qu'il y a une deuxième manière de comprendre le milieu, c'est de le comprendre par l'idée de lieu. Et ça, c'est à nouveau quelque chose qui est fort mis en avant en sociologie
en sociologie des sciences et des techniques, mais dans beaucoup d'autres travaux, c'est cette idée que le numérique en santé ne fait pas disparaître les lieux, n'abolit pas les frontières et les espaces, mais conduit plutôt à un réaménagement des lieux, à une hybridation même des lieux. Et ici, je vous mets, vous connaissez peut-être ce livre qui est maintenant bien connu, de Nelly Hawthorne, qui montre comment, dans ses enquêtes sur la télésurveillance de patients malades chroniques, eh ben, la surveillance à distance des patients ne met pas en suspens la notion même de lieu, ne met pas en suspens les effets disciplinants du lieu qu'est l'hôpital, mais conduisent plutôt à une forme d'extension de l'hôpital à la maison, en quelque sorte, ou d'hybridation des lieux. Donc, c'est quelque chose aussi qui est mis en avant par de nombreuses analyses du passage de secteur de la santé en ambulatoire, par exemple. On se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus l'extension de schémas organisationnels propres à des institutions de soins au domicile, finalement. Donc, voilà. Et donc, cette hybridation de la maison, cette extension de l'hôpital à la maison, mais tout ça, c'est aussi un concept de milieu qui permet de nous y rendre attentifs. Et la notion de milieu est plus intéressant que la notion d'environnement, par exemple, parce qu'il y a bien à travers cette notion de milieu l'idée d'interaction entre l'individu et son environnement. À nouveau, ici, on pourrait faire et mobiliser des travaux, cette fois-ci de la géographie humaine. Je pense à Michel Lusseau, qui défend bien l'idée d'un lieu comme qui doit être abordé dans une dynamique de codétermination entre le lieu et ce qu'il s'y passe. Donc voilà, il me semble qu'ici, dans une visée de dépolarisation de l'éthique du numérique en santé, les bénéfices d'une pensée en termes de milieu, c'est de prendre conscience que les lieux du soin se constituent en lien avec un ensemble d'objets techniques. Et alors le dernier bénéfice que je voudrais mettre en avant dans la dia suivante, c'est le fait qu'à nouveau, le concept de milieu, il a ceci d'intéressant, c'est qu'il nous permet de dépasser finalement les discours de la substitution, ce qu'on peut entendre par les discours de la substitution. Vous savez, c'est par ce terme-là, j'entends les prophéties continuellement réitérées d'une disparition du travail. Donc ici, je vous mets quelques exemples avec notamment The End of Work au XXe, qui assez tôt nous disait déjà que avec le développement de l'informatique, eh bien, les emplois allaient se raréfier de manière extrêmement importante. En 2012, une étude du MIT assez connue qui nous dit cette fois-ci, ça y est, la prophétie de Rifkin va enfin se réaliser. Idem une année après avec le texte d'Oxford, et 2014 ici, un cabinet de conseil qui met en avant également le risque d'une disparition d'un très grand nombre d'emplois. Donc dans la dia suivante, je voudrais simplement montrer ou évoquer un grand nombre de questions que peut soulever ce paradigme de la substitution. D'abord, eh bien, il met entre parenthèses totalement le travail humain qui est impliqué dans la production technologique, mais aussi dans l'implémentation et la maintenance technologique. Beaucoup d'auteurs en Sociology and Science Studies ont mis en avant le fait que des technologies, par exemple, de surveillance à distance des patients, en fait, reposaient sur un travail humain. Et donc, il y a une diminution du travail de certains professionnels, mais qui se fait au prix de l'augmentation du travail d'autres. Notamment, Janet Pauls, dans son travail sur le télécare, a montré comment il y a les infirmières qui, à côté du suivi à distance des patients, travaillaient énormément en agissant comme un helpdesk informel, en étant sollicité par les patients avec le téléphone, donc une technologie plus ancienne, pour les aider à comprendre, à adapter, à s'ajuster à la technologie. Enfin, je fais référence aux travaux d'Antonio Casilli avec cette thèse que finalement l'intelligence artificielle est artificielle, et donc qu'en fait les inquiétudes contemporaines sur la disparition du travail sont un symptôme d'une vraie transformation qui est plutôt une transformation qualitative du travail, sa digitalisation.
Donc voilà, je vais pas beaucoup plus loin, mais dans cette dernière dia, vous montrer comment, à nouveau, le concept de milieu, il est intéressant parce qu'il permet de prendre conscience que l'objet technique, eh ben, il faut l'appréhender comme un réseau socio-technique qui modifie l'organisation du soin, qui modifie également ce que Acrich appelle la géographie des responsabilités. Voilà, j'en ai fini pour cet exposé. J'espère que ça n'a pas été trop long et que malgré les petits aléas techniques, le propos a pu être clair malgré tout. Voilà. Et